Donc, déjà à ce stade, on peut dire que contrairement à ce qu'en généralement, la construction du port n'a pas démarré avec le protectorat en 1912, elle a démarré un petit peu avant, et s'est poursuivi pendant le protectorat, après le protectorat, et toujours actuellement. Donc, aujourd'hui, je suis sûr que si bien réglé, ne reconnaîtrait pas le port de Casablanca. Alors, autrefois, on disait de Casablanca, comme des autres ports marocains d'ailleurs, on disait que c'était un port à barcasses. Les barcasses, c'est ces grandes barques que vous voyez là. Et vous voyez au fond de la photo des navires qui sont à l'ancre sur la rade de Casablanca. Et ces barcasses étaient construites localement en bois. Il avait une capacité de transport de 10 à 20 tonnes selon le type. Et c'est elle qui faisait, je dirais, la relation entre les bateaux en rade, qui liaient en rade à un maritime mais qui mettent à l'ancre 1 kilomètre 2 plus loin de la terre, et ces barcasses allaient récupérer les passagers, les marchandises, les déposer. Alors, les barcassons étaient payées au nombre de voyages effectués entre la terre et le bateau. Vous imaginez qu'ils ne faisaient pas beaucoup de voyages, parce que c'est très fatigué à la fin de la journée. Alors, ces personnes-là, c'est des portefeuilles, mais en termes du non-niveau de Marseille, c'est des ateliers qui transportaient, y compris les personnes sur leur dos, pour leur éviter de mouiller les pieds. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les portefeuilles étaient payés au poids. Là, quand il s'agit de personnes qui passaient gratuitement, je ne sais pas, mais en fait, c'est un peu chacun de. Alors, les Bovins, c'est qu'ils avaient moins de chance, ils n'étaient pas sur le dos, mais on ne fait pas un effort, on les embarquer sur les îles. Là, c'est la porte de la marine que vous connaissez tous. Et on peut voir toujours au fond de la photo les bateaux au mouillage, à l'extérieur, et à l'intérieur, le port était là. Et la douleur était là. Et on voit donc les porteurs qui circulaient, ce qui était le port, et les bateaux. Alors ensuite, un nouveau contrat de construction du port a été signé en 1913 avec la société Schneider et la compagnie marocaine. La construction a débuté par la construction d'un grand jeté, en fait c'est un brise-lames, pour protéger le bassin qu'on avait créé de la rouille. On n'avait pas toujours la rouille qu'on faisait sur la tête pour toujours le vin. Il fallait d'abord protéger. On a commencé par la grande jetée qui sert toujours de brise-lames. Et cette jetée a été, avec le temps, elle a toujours été allongée, agrandie. Aujourd'hui, elle fait 3200 mètres de long, c'est 3 km de sol, pour assurer la meilleure protection possible pour les bateaux qui sont à l'intérieur du port. Et en 1915, toujours, on a construit un pont incliné qui permettait déjà de débarquer plus facilement les personnes et les marchandises par rapport à ce qu'on a vu en premier, c'est un Dodone. Et il y a eu même la construction d'un débarcadère en bois, où les gens passaient ce que c'est des débarcadères pour rejoindre la terre ferme. Et ce n'est qu'à partir de 1924, que les paquebots ont commencé à accoster le long de la grande jetée. La grande jetée, c'est celle-là. Cette jetée-là, c'est elle qui était le traite le plus rapidement possible. Donc les bateaux ont commencé à accoster là. Et là, c'était vraiment, disons, les gens embarqués, débarqués, normalement, comme on le ferait aujourd'hui. Et je vous dirais qu'un siècle plus tard, aujourd'hui, en 2025, on a construit une nouvelle gare maritime, l'île Aubaine, bien sûr, faite surtout pour les bateaux de croisière, et qui peut traiter 450 000 passagers par an.
un siècle après, il a été inauguré par Sa Majesté en septembre 2025. Mais alors, pourquoi dans le titre il y a paquebot de ligne? Paquebot de ligne par opposition à paquebot de croisière. Et on disait à l'époque aussi courrier, un courrier. Ça, sur la carte postale, vous voyez le chaland, courrier Maroc France. Pourquoi on les appelait courrier? Parce que c'était des bateaux qui avaient la possession du transport de courrier et qui recevaient des subventions de l'État pour transporter le courrier. Le courrier, c'était très important avant. Aujourd'hui, avec l'email et tout ça, on n'a pas de. Le courrier, avant, c'était qu'il arrive, qu'il soit bien traité, préservé, et que le temps. En échange de ce service, les armateurs recevaient donc des subventions de la part de l'État. Et paquebot de ligne vient de l'anglais liner. Alors, comme les avions aujourd'hui, à l'époque, on parle des avions, comme les avions, les paquebots transportaient les passagers sur des lignes reliant deux ou plusieurs ports avec une fréquence déterminée, comme ce qu'on voit ici, la compagnie Red Star Line, qui faisait la ligne entre Anvers et New York et Philadelphie, régulièrement. On voit aussi un autre exemple, c'est celui de la Cunard Line, la compagnie anglaise qui existe toujours, qui est Cunard Line, c'est une compagnie qui est très ancienne et qui existe encore. Et elle assurait un service régulier entre Liverpool et New York. La rapidité de la traversée l'Atlantique en 5 jours, c'est quelque chose qui est considérable. Et il y avait entre les armateurs une compétition pour savoir quel est le bateau qui allait traverser le temps le moins long possible, et le bateau qui traversait le temps le plus court avait le Blue Ribbon, un ruban bleu. Pendant une année, c'était le bateau qu'il fallait prendre. Cette compétition entre armateurs qui était très importante. Et donc cette compagnie existe toujours, mais aujourd'hui, ils n'ont que des bateaux de croisière, ils n'ont pas de bateaux de croisière. Une mairie, une première, une âme. Les Anglais, vous savez que pour eux, les bateaux sont féminins. Je suis chic, alors, les paquebots de ligne ont connu leur âge d'or entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Cet âge d'or correspond à l'époque des colonies européennes, des colonies en Afrique, en Asie. Donc, il fallait des bateaux pour faire circuler entre ces destinations, et aussi des grandes migrations qu'il y a eu d'Europe sur l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. C'est la période, je dirais, faste des paquebots. Le paquebot français Normandie, qui était à l'époque, faisait 313 mètres de long. Il avait une puissance de 160 000 chevaux. Et il a été construit en 1935 et il devait faire la ligne New York-Le Havre. À l'époque, la compagnie qui l'exploitait, donc c'était la compagnie générale transatlantique, que les Américains appelaient French Line, la French Line, c'est une compagnie qui faisait le service de ces paquebots. Mais, donc construit en 1935, au déclenchement de la guerre, les Français ont eu peur que le bateau soit arraisonné par la mer, et donc ils l'ont envoyé à New York. Les Américains l'ont repositionné, ils voulaient le transformer pour en faire ou un hôpital ou un transport de tout, et au cours de transformation, il a pris feu et brûlé à New York. Comme une triste fête. Là, on voit déjà que, suite aux encouragements du sultan Hassan II, il y a eu un développement des lignes maritimes qui touchaient le Maroc à la fin du XIXe siècle, et Casablanca a pris une importance de plus en plus grande au détriment des autres ports. Comme le Liban, ça peut passer. Donc les autres ports restaient un peu à la traîne, comme Souera, qui était au XIXe siècle encore très marchand, qui marchait bien. Ils ont moins marché,
avec Casablanca, on a commencé à concentrer pratiquement 70%, 75% du commerce avec Maroc. Et là, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'au début des années 20, au début des années 20, le port de Casablanca était relié par des lignes régulières, au port de Bordeaux, Marseille, Gibraltar, Oran et Anvers. Il y avait des liaisons régulières avec tous ces points. À partir de Marseille et de Gibraltar, les gens pouvaient aller, c'était la Gibraltar, vous avez une ligne anglaise, vous pouvez aller en Égypte, aux Indes, et si vous allez à Marseille, vous pouvez aller en Extrême-Orient, vous pouvez aller n'importe où, et c'est ce que faisaient les grands commerçants marocains qui avaient l'époque, qui prenaient le bateau pour Gibraltar, ils partaient à Gibraltar, ils partaient à Marseille, et de là, ils faisaient leurs affaires en Angleterre ou ailleurs. Et les parcours qui desservaient Casablanca, à l'époque, avaient une longueur entre 120 et 140 mètres, et une largeur de 20 mètres. Je dis ça, c'est vraiment pour vous situer un peu. Une vitesse de 20 nœuds qui fait 37 km/h et une capacité de 500 à 1200 passagers répartis en 4 ou 5 classes. On a peur des si vous voyagez en 5 classes, c'est pas beaucoup de choses. Alors sur cette diapo, on voit que la compagnie papier dont on va parler après assurait 3 départs par mois de Marseille à destination de Tanger, Casablanca et Mazagaon, avec des paquebots rapides. D'ailleurs, on met toujours en avant paquebots rapides, ligne du Maroc, Marseille, Tanger, Casablanca, même Mazagaon et tout. Et on dit avec des bateaux rapides munis de TSF. Vous savez tous ce que c'est TSF? Alors TSF, c'était la télégraphie sans fil. Et c'était la grande nouveauté à l'époque qui est devenue obligatoire sur les bateaux qu'après le Titanic. Titanic, tout le monde connaît. Donc c'était le débat, c'est comme si on disait aujourd'hui une satellite. Et les statistiques que j'ai pu trouver, c'est qu'en 1920, il y avait 47 000 passagers qui ont transité par le port de Casablanca, 47 000. Et ces passagers étaient essentiellement les fonctionnaires du protectorat qui bénéficiaient d'un voyage gratuit tous les 2 ans, donc eux et leur famille. Il y avait les membres du gouvernement chérifien, les hommes politiques, les artistes en tournée, et les commerçants de l'Est. Les touristes ont commencé à venir à partir de la fin des années 20, attirés par l'exotisme des circuits touristiques. Toutes les affiches que vous voyez là, c'est cet exotisme qui était vendu. Et attirés aussi par les circuits touristiques proposés par les compagnies de navigation, les compagnies elles-mêmes, les armateurs eux-mêmes, créer des circuits pour attirer des passagers sur le produit, pour attirer des recettes. Et ça a commencé assez. Alors, au cours de la première moitié du XXe siècle, les compagnies de navigation qui opéraient des lignes à destination de Casablanca, je ne vais pas vous lister toutes, mais sur les lignes France, là, il y avait le plus, il y avait la compagnie Pathé, il y avait la compagnie Géographies Atlantiques, la compagnie de navigation mixte. Alors, ces 3 compagnies n'existent plus. Aucune. Peut-être la compagnie La Transat, la compagnie transatlantique existe toujours à travers CMA-CGM. Vous connaissez CMA-CGM, une grande compagnie française. Quand ça a commencé à aller mal pour les armateurs français, il y avait essentiellement 2, il y avait la transatlantique et les messageries maritimes. Il y a une affiche messagerie maritime ici, que vous voyez sur le message. Alors, la compagnie transatlantique faisait le trafic sur l'océan Atlantique et les messageries maritimes sur les colonies françaises en Extrême-Orient. Les 2 compagnies ont été en difficulté. L'État a dit qu'il a créé la compagnie générale maritime donc il les a fusionnés. C'est devenu CGM. Et ensuite, ils ont vendu pour un franc symbolique CGM à cet armateur, petit armateur libanais qui s'appelait CMA, comme compagnie marseillaise d'affrètement. C'est CMA-CGM, c'est ça veut dire.
Donc, vous voyez, on retrouve un peu Transat, mais par des chemins alambiqués, je dirais. Alors, pendant toute la période du protectorat, bien sûr, les compagnies qui étaient les plus importantes, c'est ces compagnies françaises, essentiellement donc Paquet et Transat. Et même un peu après. Il reste là, alors, la compagnie Paquet, c'est une compagnie privée, comme la Transat d'ailleurs. Elle a été fondée à Marseille en 1863 sous le nom de la Compagnie de navigation marocaine. C'est le nom initial. Alors, on n'est pas confondre avec la Compagnie marocaine de navigation, parce que la Compagnie de navigation marocaine et la Compagnie marocaine de navigation, c'est la compagnie où elle travaille, c'est la même chose. Cette compagnie reliera à partir de 1863, ils étaient très peu sur l'île du Maroc, fera les lignes Maroc et Sénégal par Marseille. C'était leur trafic principal. Aussi, on voit, voilà, cette compagnie est devenue la compagnie de navigation Paquet, donc on a gardé, CNP, compagnie de navigation Paquet. Et elle a continué à faire ce trafic. Et là, on voit un de ces navires, le Chania, à Casablanca, on voit mieux cette grande barque, cette barcasse, et qui arrive le long du bateau, et pour décharger une marchandise et passagers, et vous voyez la difficulté qu'il y a quand vous êtes sur rade avec des bateaux qui roulent, si vous avez des gens qui sont là, et les gens qui descendent, peut-être des dames avec leur robe ou deux robes, tout ça. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais elles arrivaient à le faire. Et voilà, c'était ça mais on va voir que le parc de Maréchal Lyoté, qui était aussi son parc de Paquet, et ça c'est le alors, Nicolas Paquet, il est devenu, grâce à il a de plus en plus de bateaux à passagers, de commerce, etc. Beaucoup de bateaux, comme aujourd'hui, M. Saadé, le propriétaire du CNA CGM, c'était Nicolas Paquet était un monsieur très important. Parce qu'il était très riche, il avait des bateaux. Et les bateaux, c'est pas seulement l'argent, les bateaux, c'est pouvoir ouvrir des portes que n'ouvre pas la route de sol. Donc, il était devenu tellement fort, célèbre, sur le plan économique, politique, etc., il y a une place à Casablanca, c'est celle-là, je ne sais pas si vous voyez ici, la place Nicolas Paquet. C'est le nom de cette histoire. Les usagers de la Réunion. Et l'immeuble Villa Paquet en face. Et l'immeuble Villa Paquet en face, absolument, où M. Kiesel a ses bureaux. Effectivement, le pour les chaussées. Et en fait, vraiment, il est plutôt en face. Le rez-de-chaussée, c'est BMC. À un certain moment, pendant la protectorat, Nicolas Paquet disait aussi c'était le roi du Nord. Il était tellement riche, mais c'était pas si loin. Oui. Oui, on va y arriver. Oui. Merci. Alors, donc là, on est. Alors, une autre compagnie importante sur le trafic Maroc, c'est la Transat, la compagnie générale transatlantique. Elle a été fondée en 1855 par les frères Perret, et elle a acquis sa réputation, elle a acquis sur la ligne de New York, grâce à ces paquebots, comme le Normandie qu'on a dit tout à l'heure, et la France, on en parlera à et donc, vous voyez, sur cette affiche, on dit ce qui est mis en avant, c'est pour la liaison Maroc-France par les paquebots Mexique, Marrakech et Meknès. Et on vous dit, c'est pas Casablanca à Bordeaux, c'est 3 jours seulement. Donc, 3 jours seulement, l'océan Atlantique en hiver, c'est tout plus de choses, je pense que mais c'est alors, le premier paquebot France de la Transat, en 1912. Il y a eu le deuxième paquebot France qui est plus connu, qui fait lui aussi, c'est celui-là, qui fait très beau bateau, très luxueux.
qui était destiné à la ligne New York, le Havre New York. Il n'existe plus. Alors, il n'existe plus. Il a été construit en 1962, il est en service en 1962, et il a terminé sa carrière après 15 ans. 15 ans, c'est très jeune pour un patron, en 1977. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on faisait des machines très puissantes, le pétrole, le combustible était pas cher. Après le premier choc pétrolier, le combustible était très cher. Et le combustible cher, la concurrence de l'avion qui s'est développée sur le trafic transatlantique a fait que c'est plutôt rentable pour passer la French Line, exploiter ce bateau. Et donc ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu et il a fait l'objet de cessions successives jusqu'à atterrir entre les mains d'un armateur norvégien qui l'a renommé Norway. Voilà, comme il se doit. Et vous connaissez tous la chanson de Michel Sardou, qui, je crois, est très émouvante. C'est vrai pour les gens qui. Alors, ouais, c'est moins bon que les. C'était à l'époque, c'était déjà bien. Le Marrakech de la Transat. Ensuite, on a le Meknès aussi de la Transat. Et si on va le Meknès, c'est à Bordeaux. On est à Bordeaux. Et ce que vous pouvez remarquer déjà, c'est que il y a des cranes, il y a le mât de charge. Le mât de charge, c'est ce qui permettait avant les grues de charger et de décharger le bateau. Donc c'est un bateau qui pouvait aussi transporter des passagers et en même temps des marchandises dans les cannes qu'il avait à l'avant et à l'arrière. Avec le Maroc, c'est un parcours de la Transat aussi. On a un timbre, il y avait un timbre du Maroc sur lequel on avait vu le parcours. Rada, c'est un navire qui est très célèbre, c'est Anfa. Il faisait la ligne Marseille-Casablanca. Et c'est le bateau sur lequel le maréchal Lyoté a quitté définitivement le Maroc en 1925. Après 13 années de service au Maroc, il a quitté Casablanca, il est parti de Casablanca sur ce bateau. Et il a été salué par toutes les notabilités de compter le Maroc à son départ. Quand Anfa a passé l'étoile de Gibraltar, deux bateaux de guerre anglais lui ont rendu les honneurs. Et quand il arrive à Marseille, il a réussi à monter une digne. Ça l'a marqué, disant qu'il aurait pu s'attendre à un meilleur accueil compte tenu de ce qu'il avait fait pour la France. Voilà, on les essaie de. Alors, Adel Koutsoubia, c'est un bateau que certains d'entre vous connaissent. Il a fait une très longue carrière sur la ligne Maroc. La ligne, Maroc-France, de 1930 à 1961. Donc pendant 31 ans. Alors, à l'époque, et même moi, quand j'ai commencé dans ce métier, on rentrait dans le Casablanca, c'était une promenade dominicale. C'est le groupe Casablanca, comme personne ne vous empêchait de rentrer. Et donc, les gens rentraient se promener dans le port, ce qui était possible aujourd'hui. Donc, on va écouter bien Casablanca, les gens qui passent un peu. Ada Lyoté, la même chose, les gens qui aiment le port, et Ada Lyoté. Le deuxième Lyoté, c'est qu'il y a des bateaux, des noms qui reviennent, comme Marrakech, et plusieurs Marrakech, plusieurs France. Le place, il revient aussi deux fois de l'histoire de Marrakech qui faisait ce peu. Alors, parmi les autres compagnies qui faisaient la ligne Marseille-Casablanca, il y avait une compagnie qui s'appelait la compagnie navigation mixte. Mixte pourquoi? Parce que ces bateaux pouvaient transporter en même temps des passagers et de la marchandise. Et c'est ce qu'on voit à travers, si vous voyez à l'avant, il y a des marchands pour manipuler avec des marchandises, mais il y a aussi des câbles, en arrière aussi, il y a des. On va dire c'est une ferme au sol.
Alors, on a dit tout à l'heure que les paquebots, quand ils ont commencé à accoster, ils ont accosté sur la Grande Jetée. Et à partir de 1932, on les voit ici au quai du commerce, où une gare maritime a été construite. La gare maritime, les passagers passaient par là, il fallait que du douane, pour tenir, c'est un peu tout ce qu'on fait dans une gare maritime ou aérienne. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a un terminal, on n'appelle plus une gare, mais il y a un terminal de croisière sur la Grande Jetée qui est fait spécifiquement pour la petite croisière, à Casablanca. À un certain moment, les passagers pouvaient du train embarquer sur le bateau, ou du bateau embarquer sur le train, et aller directement, ceux qui avaient fait les circuits, Fès, Marrakech, Oujda, et ça, ils partaient de là. Il n'y avait pas de transbordement, je dirais, de bateau à train. Les trains, en train, ils ont toujours rapport au train, plus pour les voyageurs, surtout pour les marchandises. Là, simplement pour que vous ayez une idée des tarifs à l'époque. Alors, vous voyez que sur la ligne de Marseille-Casablanca, par exemple, il y avait deux services. Les services d'été. L'été, ça commençait du 15 mai au 15 octobre, où on faisait un départ par semaine. Et puis en basse saison, le service d'hiver, il y avait un départ, je dirais, tous les 10 jours, le 5, le 15 et le 25. Et les tarifs, alors je me suis amusé à, j'ai trouvé sur Internet un peu de convertir les prix. Pour votre information, un billet de première classe coûtait 10 500 dirhams. Et en troisième classe, 5 000 dirhams. Alors, ça comprenait la nourriture à bord. Pas la boisson. La nourriture, pendant les 3 jours de traversée, on peut inclure dans le tarif du passage. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, vous voyez que sur ce paquebot, réservé première classe. C'est-à-dire qu'il y avait de la première classe, la deuxième classe qui avait le droit d'aller sur le contrôle de l'air, et ceux qui étaient en troisième, quatrième classe, vous avez des heures précises, vous avez le droit d'aller sur le pont. Des heures précises, vous les autorisez à aller. Mais vous savez que sur les Titanic, les pauvres, on ne les a pas avisés, ceux qui étaient en bas, on les a avisés plus tardivement, on les restait là. Donc, ne jamais voyager en troisième classe. Comme la classe Alors, il y a aussi, à l'arrivée des bateaux en port, on pouvait prendre une calèche à 2 chevaux. Et les tarifs c'était tarifé, c'était bien fait, c'était aussi, si vous avez un peu de retard, 2 francs pour les quart d'heure de retard. En plus de Voilà, oui. Alors là à partir d'un certain moment, on a commencé à dire à Jean, écoutez, vous partez de Paris à Bordeaux, c'est pas 5h30, vous arrivez à Bordeaux, vous prenez le bateau, et 53 heures après, vous êtes à Casablanca. Ça fait la voie pratique, rapide et agréable. Voilà, 50 heures pour de Casablanca, c'est encore plus rapide. Alors, là, évidemment, ces 3 jours de traversée, vous avez certainement tous déjà passé des nuits sur le bateau. Aujourd'hui, il y a des moyens de divertir les passagers. Mais avant, il n'y avait pas, je veux dire, le principal divertissement, c'était les jeux que le commissaire de bord essaie d'organiser, les jeux de société, tout ça, tout organisé. Mais le principal, je dirais, après, c'était la nourriture. Les gens mangeaient comme bon, ils peuvent faire, etc. Donc, ici, vous avez un menu alors c'est 22 juin 1955. Et on va dire que le vin, voilà, première classe, vous avez 6 trucs en première classe. Là, c'est comme le soir qu'on a vu tout à l'heure, mais on voit mieux, c'est un paquebot mixte.
on voit mieux les cales à l'avant, les cales et les marchands. C'est vraiment un bateau qui transportait les deux. Alors pourquoi les deux? Parce que les armateurs devaient écrémer plus de trafic. En été, il y avait du trafic de beaucoup de passagers. En hiver, il y avait plus de marchandises, mais s'ils prenaient en même temps un peu de passagers, ça faisait bien leurs affaires. Donc, ils essayaient d'optimiser les deux trafics, passagers et marchandises. Alors, c'est les affiches. Alors, ici, on a une belle collection d'affiches. C'était fait pour attirer les passagers. C'était pas des compagnies de négociation, mais c'est plus des affiches de négociation qui étaient des affiches qui étaient faites pour attirer des touristes sur le bateau. Et c'était fait. Donc, les compagnies de navigation, en fait, sont les premières à inventer des circuits. Donc, le circuit des tours, c'est des compagnies de navigation. D'abord les Anglais, en Inde et en Égypte, suivis par les Français de leur colonie. Là, oui, voilà, c'est très divertissant. Là, c'est une affiche de la compagnie transatlantique. Notre affiche, mais là, honnêtement, on ne voit pas le Maroc, c'est un peu l'imagination de l'artiste, mais c'est plutôt égyptien, c'est vendeur, pour les gens qui rêvent d'exotisme, de voyager, ça fait l'affaire. Alors là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces circuits touristiques étaient organisés par les armateurs, les compagnies de navigation, en association avec les compagnies de chemin de fer. Chacun faisait un bout d'affaires, en particulier la PLM qui n'existe plus. PLM, c'était la ligne de train Paris-Marseille, et en association avec la compagnie de navigation paquet, CNP, il faisait donc ce trafic qu'on trouve direct aujourd'hui du train au bateau. Quand vous voyez comme ça, vous dites que dès que je descends du train, je monte sur le bateau, parfois vous ne connaissez pas là, parfois c'est mais enfin, la publicité, parce que et là on voit, alors, ces compagnies, comme les transatlantiques, ils ont construit des hôtels. Avec l'hôtel transatlantique de Casablanca, je ne sais pas si vous le connaissez tous, il a été construit par cette compagnie. Et donc, avec les transatlantiques, comme tu restes, qui existe aussi toujours. De la vraie. Madame, je sais plus, ça fait quelques années que je l'ai vu, je ne sais pas si j'ai vu une plus par le هذا voilà, on a parlé de Hadel, c'est le مرحبا de compagnie paquet. On voit toujours que c'est écrit, c'est compagnie de navigation paquet. On peut le lire. Donc ils ont construit l'hôtel, ils avaient leur bureau à cet endroit-là. Le bureau de la Transat était effectivement sur le boulevard de Knudsen, qui s'appelait le boulevard de la Voie. Et Paquet a construit donc les hôtels, toujours pour le cas de ces fameux circuits, les hôtels Merhaba de Casablanca, de Safi, d'Agadir et de Mazara. Les hôtels de Djerba. Et puis voilà, donc après, à partir de l'aviation commerciale, ça commence dans les années 60, ils ont pris l'avion, ça devient la Chine. Et donc les gens ont préféré 3 heures d'avion à 2 jours de bateau, même si ils sont fichus ça, ils arrivaient plus vite. Et donc tout le monde s'est transformé. Mais alors, qu'est-ce qui subsiste de ces paquebots de ligne? Les paquebots de croisière, en fait, ils ont continué à vendre le rêve qu'il y avait avant sur la ligne de New York, tout ça, avec ces paquebots luxueux qui sont appelés les paquebots de croisière, sur lesquels vous pouvez loger pendant 3 mois, 6 mois, si vous voulez. Il y a des personnes qui prennent à l'année, mais qui peuvent payer son voyage tout le temps.
il y a aussi des croisières chez nous. Ça, c'est plutôt aux États-Unis. Ils le sortent même pour sortir des autres des Canada américaines et pouvoir alors jouer, voir, passer, interagir, les choses, les faire. Tout ce que nous voulons. Donc, هذا vous voyez le luxe que nous méritons, le restaurant. Alors, je voudrais quand même signaler, c'est un capot, c'est un capot de la Panama. Il y avait 3 bateaux de ce type-là, la place de Mauritanie et Toubkal. C'est des grands cargos de 16 000 tonnes qui ont été jusqu'aux années 65 utilisés par la Panama après transformation, pour transporter les pèlerins de Casablanca à Juba. C'était un trafic de 3 000 pèlerins après Casablanca dans les années 60. Alors, les cales étaient aménagées en dortoir, il y avait des cuisines, il y avait l'hygiène, ça se passait bien. Et c'est un trafic qui s'est arrêté avec la guerre de 65, la guerre du Séjour, et la fermeture du canal de Suez. Les bateaux ne pouvaient plus aller à Chine, parce que le canal était fermé, donc ce trafic a été fermé. Ça a duré 4 ou 5 ans. À la traversée, c'était 10 jours. Et ils attendaient là-bas, ils ne revenaient pas. Ils arrivaient à Juba, ils déposaient les charges, ils allaient attendre un peu au nord, vers le canal de Suez, et quand ils revenaient les chercher. Voilà, ça c'est. Alors, tout le monde connaît ce bateau, tous ceux qui sont allés en vacances en Espagne dans les années 70, 80, 90, ça avait été le premier car ferry marocain qui appartenait à la compagnie Lunatic, une ABL2 qui existe au Parc Solaire, là c'est déjà Parc Solaire, à côté d'une compagnie espagnole assez différente. C'est un bateau qui avait été construit en 1966 en France. Il avait une capacité de 1000 passagers et 150 voitures. La capacité de voiture était restreinte parce qu'à l'époque, les gens voyageaient à plusieurs, les familles étaient nombreuses. Donc, le ratio voiture-nombre de passagers était bon. Maintenant, il faut compter 2 passagers pour une voiture. Il faut plus de voitures. Alors, c'était le premier ferry de Comanal, la Gabrielle, qu'elle a acheté parce qu'on a ressenti à un certain moment que les gens qui venaient en Europe, touristes ou résidents marocains étrangers, ils voulaient venir en Europe avec leur voiture, ça il faut des fleurs, des fleurs intérieures, venir en Europe avec leur voiture sans passer par l'Espagne. Et donc il y a eu la création de la ligne 7 Tanger, qui était décédée par ce bateau, qui est tout de suite bien pris, mais il était en capacité 460 passagers, 650 voitures, je crois. Et il faisait la ligne Tanger 7 en 36 ans. Et il faisait 36 ans. Il passait 2 nuits à vol. Alors, ce trafic a duré de 60 ans. Comme ça marchait bien, la Panama a décidé de faire construire un bateau spécialement pour ça. Et c'est le fameux Marrakech, qui a été construit par le même Saint-Nazaire, par le même chantier qui a construit la France, qui a construit le Mériton, très bon chantier. Sur lequel, comme on avait l'intelligence de faire appel à des décorateurs marocains, c'est la ligne islamique, donc il y a une touche dans la décoration qui a tout de suite pris et qui a. Alors, lui, il avait une capacité pour, je crois que c'était 220 voitures, donc il a déjà fait le 220 voitures et 604 passagers. Et c'est un bateau qui a, alors, entre 1988 et 1992, Hassan Khalil a effectué 5 voyages à bord de ce bateau. Pour se rendre en Algérie 2 fois, en Libye, en Tunisie et en France. Et il faut savoir qu'avant d'entreprendre chaque voyage, le Marrakech était préparé de l'intérieur, donc il nous a dit il fallait arrêter le bateau pour rembourser ce qu'il y avait déjà réservé. Et le bateau était préparé pour accueillir une solution. Il y avait encore l'imprudence royale
la garde royale, le protocole royal, tout ce qu'on suivait le protocole royal, et il s'ajoutait l'équipage de C-60 qui s'est passé pour une grosse succès. Et donc le Maroc devait, pendant que je me le palais royal flottant. Vous allez flottant d'Algérie ou en Libye, vous n'allez pas à l'hôtel, vous restez à bord. Et les officiers qui étaient invités à bord, ils étaient le commandant de Sora, disaient que tout le monde, ils étaient enchantés par la paix et surtout par la qualité de la cuisine. Le tagine était très bon, parce que c'était une cuisine du palais qui était, c'était pas une cuisine du bateau, c'était parfait. Alors évidemment, ce qu'il faut, vraiment, c'était marquant la Sainte-Hélène, il mettait toujours ses tenues traditionnelles, simples, mais ça lui donnait, il le portait bien, et ça faisait l'air de quelque chose de rapide, c'est là comme ça. Voilà. Merci.